L'émission Telle est la question, présentée par l'Union européenne, est animée par Luc Nergaro et Stéphanie Armand. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Nous avons le plaisir, Luc Ner et moi, de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous mensuel avec l'émission Telle est la question. Oui Stéphanie, c'est une émission dynamique de réflexion sur des sujets profonds et importants pour l'avenir d'Haïti. Des sujets que nous essaierons de décrypter ou du moins d'éclairer avec des invités qui sont experts sur la question. On peut faire ça à travers des reportages, des interviews, mais surtout un micro-trottoir qui est réalisé en tout début d'émission pour avoir une idée de la situation encore sur le sujet qui est débattu. Et c'est justement comme cela que nous allons démarrer cette émission. Telle est la question consacrée aujourd'hui à l'égalité homme-femme. On est autour du 8 mars, Stéphanie, donc c'est un sujet d'actualité. Oui. Voyons ce que dit la rue sur l'équité homme-femme. Où en sommes-nous en Haïti? N'importe ça, un garçon qui a fait, fille qui fait. Si garçon qui travaille, fille qui travaille. Oui, parce que il y a une fille qui pose des céramiques, il y a une fille qui fait, qui a brassé mortier, qui a posé bloc, tout ça. C'est pas égal, parce que même dans la Bible, il explique, il dit comme ça. Dans le foyer, le garçon a ses chefs filles alliées. Et parce que le garçon a une capacité en plus filles, et quand il bagage garçon a fait tout, il n'est pas capable de faire. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire ça, fille égale à garçon. Parce que puisque tout bagage qu'on a, aujourd'hui, nous sommes résoudre, fille capable de faire qu'on a. Par avant longtemps, l'autre qu'on prend une fille et mettre déposer fille à la caille pour chercher tout bagage pour balayer. Vous comprenez? Nous là, tout bagage net fille capable de faire. Vous comprenez? Travail, fille est capable de faire, un camion, le camion, fille est capable de travailler sur les tout normalement. Parce que fille a des places dans la société. Pour moi-même, yo égal, ça fait yo égal. Parce que tout son garçon qui fait, on fait qu'a fait. Moi-même, depuis me lever, malgré me faire marier avec un garçon, nous pas vivre ensemble, j'ai 3 petites. C'est moi qui arrive à battre avec eux. Juste j'ai fini l'université. Mais ça fait me venir, on fait un garçon. Comme si je me comparais au même bagage. Garçon toujours plus fort que moi-même. Parce que c'est garçon qui t'a fait, lesquels t'a fait, bon Dieu t'a fait pour un côté dans l'île t'a fait, et puis le fini garçon t'a une femme. Garçon capable de travailler, venir à salle, venir capable de payer une année l'école. Moi-même, si ça m'a fait, je ne peux pas permettre pour me payer une année l'école cash. Oui, alors ce micro-trottoir a été réalisé dans la zone métropolitaine, dans des marchés, à l'université, à la sortie d'église, et il est plutôt édifiant. Qu'en penses-tu? Je trouve, parce que ce qui est déjà important à souligner, Stéphanie, c'est que les gens parlent du sujet. Donc c'est déjà bien qu'il y ait un débat autour de ça. Et un autre facteur, c'est le fait qu'un homme puisse accepter que la femme lui soit égale. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Autre chose qui a attiré mon attention, Stéphanie, c'est parce que les arguments avancés par les femmes qui admettent que l'homme est supérieur, c'est des arguments tirés de la Bible. Vous avez vu ça aussi? Il y a peut-être un travail à faire justement au niveau des églises, puisque j'avais été frappée après le tremblement de terre lorsque une petite fille interviewée sur cette catastrophe avait dit que c'était une punition divine. Ouais. Donc là, on se rend compte que ce soit pour l'égalité des genres ou pour ce qui peut arriver de façon catastrophique, on invoque encore la divinité. La divinité. Il faut qu'il y ait des explications scientifiques à certaines réalités ici en Haïti. Mais il faut se souligner, Stéphanie, que malgré des efforts constatés, par exemple que l'homme puisse parler de ce sujet, qu'un débat puisse être lancé sur la chose, l'homme garde une supériorité. Parfois, c'est par tradition. On a pu constater ça ici en Haïti. Moi, je trouve qu'il faut un petit peu pousser la question. Ah ben alors justement, on va poser la question à quelqu'un qui, effectivement, sera sûrement pas d'accord avec les propos qu'on a entendus. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Laurence Josselin-Lassègue, ancienne ministre à la condition féminine. Elle est aujourd'hui directrice de programme en Haïti de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Elle s'est toujours impliquée dans le travail de renforcement des politiques publiques du pays, en promouvant notamment la bonne gouvernance et surtout la mise en place de politiques d'égalité des sexes. On parle d'égalité de genre,
On a parlé de tradition, position familiale, professionnelle des femmes, vulnérabilité et tout. C'est donc la question qu'on va essayer de poser à notre invitée Marie-Laurence Josselin-Asseg. Bonjour. Bonjour, Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Luckner, bonjour Stéphanie. Un plaisir de vous avoir, Marie-Laurence. On sait que vous avez été ministre à la condition féminine 2 fois, 2006-2009, et vous avez travaillé avec le Parlement, notamment sur l'adoption de la loi sur la paternité responsable. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, Marie-Laurence, en quoi est-ce que cette loi était importante? Cette loi était importante dans la mesure où nous avons des enfants qui naissaient un petit peu partout, et ces enfants avaient une maman et n'avaient pas de père. Et cette loi permet aujourd'hui, d'ailleurs cette loi s'intitule la loi sur la paternité et la maternité responsable. Okay. Tel est le libellé précis de la loi. C'est une loi qui permet à chaque enfant qui naît sur le territoire haïtien ou ailleurs, de père, de mère haïtienne, d'avoir une maman, un papa. C'est une loi qui permet à un homme et à une femme de réfléchir avant d'avoir un enfant, de comprendre que c'est une responsabilité, que c'est un choix de vie, qu'il faut pour cela avoir une vision, savoir où l'on veut aller, où veut-on amener cet enfant, ces enfants, et pour cela, il faut un papa et une maman qui s'en occupent d'abord et avant tout, qui donnent de l'affection, qui aiment cet enfant et qui puissent l'emmener à l'école, qui puissent autant que possible lui donner des loisirs. Donc, il faut réfléchir avant d'avoir un enfant. Donc, c'est ce que permet cette loi. Mais 4 ans après la promulgation, encore la publication de cette loi, quels sont les résultats? Qu'est-ce qui a vraiment été changé, Marie-Laurence? D'abord, quand même, une grande évolution au niveau des mentalités. Parce que les hommes savent maintenant que lorsque ils décident d'avoir un enfant avec une femme, ils seront obligés, ils devront reconnaître cet enfant. C'est-à-dire, l'enfant portera leur nom, ils les emmèneront, ils donneront l'éducation à cet enfant. Parce que vous savez, moi je n'oublierai jamais, lorsque j'ai présenté cette loi au Sénat de la République, l'intervention du sénateur Andris Richer, qui nous disait que chaque matin, il voyait son père amener ses frères et sœurs donc, à l'école, mais il n'avait pas le droit de parler ni à son père, ni à son géniteur, encore moins à ses frères et sœurs. Absolument. C'était un témoignage extrêmement bouleversant du sénateur Richer. Et c'est la situation de beaucoup d'hommes et de femmes dans notre pays. J'ai eu beaucoup de témoignages. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Allons-y pour les contraintes, par exemple. Aujourd'hui, un homme, un géniteur qui ne prend pas ses responsabilités, que peut faire la femme? La femme va au tribunal et porte plainte pour que cet homme puisse assumer ses responsabilités. C'est-à-dire... Elles le font dans la réalité? Il y en a qui le font de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, Stéphanie, c'est que les gens, comme on parlera tout à l'heure de ce que j'ai vu dans les coulisses, le reportage qui passait, ce qui est intéressant, c'est l'évolution au niveau des mentalités déjà. Et là, vous sentez qu'il y a eu une évolution? On sent qu'il y a... On a donné un pouvoir à la femme, finalement, celui de se rebeller contre... On n'a pas donné un pouvoir. Il s'agit d'un droit. Oui. On lui a redonné le pouvoir de bénéficier de ce droit. Tout à fait. C'est légitime. Et je crois que si on donne un pouvoir à quelqu'un, c'est à l'enfant. Le pouvoir de recevoir de l'affection, le pouvoir d'aller à l'école.
comme ses frères et sœurs éventuellement. On pourrait se dire que cette loi n'est pas obligatoirement celle qui va amener à l'enfant le droit d'avoir de l'affection, malheureusement. Est-ce que ces pères deviennent des pères, ceux qui sont... Oui, mais ils sont obligés de faire quelque chose. Mais oui, mais ils réfléchissent, c'est-à-dire que maintenant, les gens réfléchissent, c'est ça. Ils ont une responsabilité. Est-ce que je vais assumer cette responsabilité lorsque je sais que je devrais reconnaître l'enfant, je devrais lui donner mon nom, je devrais lui donner, je le verrai. On connaît cette chanson de Richie, qui, je crois que c'est Madame Arié, où Richie dit, fais parler un enfant, je n'ai pas demandé à venir au monde, donc j'aimerais avoir la possibilité de voir mon papa. Je n'ai pas demandé à venir au monde, je voudrais pouvoir aller à l'école. C'est de cela qu'il s'agit. Madame Lassègue, rendre cette loi plus efficace, quelles sont donc les actions à poser? Plus de sensibilisation, justement, au niveau des écoles, déjà, parce qu'en seconde, en première, en terminale, dire déjà aux adolescents, faites attention, dans quelques années, lorsque vous aurez terminé vos études, vous serez un jour père, si c'est votre choix. Faites attention aux grossesses précoces, parce que vous avez des enfants alors que vous n'avez même pas terminé l'école. Donc là, c'est carrément un facteur d'inégalité. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont arrêter l'école. Pour les filles, et les garçons devront assumer. Donc la sensibilisation, déjà au niveau des écoles, au niveau des églises. Il y a des écoles qui le font parce que certaines associations vont dans les écoles. Et certains chanteurs, de plus en plus de chanteurs, de chanteuses ont des partenariats avec des institutions intéressées dans le domaine et vont dans les écoles pour parler aux jeunes. Parce que ce sont ces adolescents, ces adolescentes, les futurs adultes de notre société. Alors justement, vous avez beaucoup plaidé pour l'introduction de ce quota de 30% de femmes au moins dans les représentations dans l'État, dans le gouvernement, dans toutes les institutions. Quel impact cela a eu sur la vie politique ou la vie institutionnelle? Bon, d'abord, saluer le travail des anciennes féministes, hein, puisque maintenant, la relève est assurée, et tant mieux. C'est l'occasion aussi de leur dire bravo, de reprendre le flambeau. Donc toutes les féministes ont fait un plaidoyer. Je peux dire, hein, il s'agit d'histoire, je n'ai pas seulement plaidé, c'est moi qui ai élaboré le paragraphe sur le quota et qui l'ai fait mettre. Un jour peut-être on racontera cette histoire, parce que au moment, c'est dit déjà, hein, dans votre biographie. Au moment de faire passer ce document qu'il fallait signer, le paragraphe sur le quota était dans le document. Il n'y a que 30% dans le quota. Et écoutez, le lendemain, quand on nous a fait passer cette constitution amendée, tout le monde a signé. Et moi, comme ça, je voulais jouir de ce paragraphe. Il n'y était plus. Oh. Ah oui. Donc j'ai dû me battre. Je vais vous dire, je me suis mise à pleurer comme une petite fille, tant j'étais sidérée. Et j'ai dit au président, de toute façon, si on ne met pas ce paragraphe, je vais sur le parvis du palais m'appeler un mouet. Donc c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. C'est passé dans l'amendement de 2011. Absolument. Et sauf que, qu'est-ce qu'on dit? Victoire dans les cartels de mairie, puisque nous avons au moins une femme dans tous les cartels de mairie, dans les CASEC, etc. Donc c'est déjà important. Maintenant, la loi électorale n'a pas permis des mécanismes pour que cela se fasse au niveau du Parlement haïtien. Et c'est là où les organisations
de femmes, cette relève est en train de travailler sur les mécanismes qu'il faut pour que nous n'ayons pas la situation qui est celle d'Haïti aujourd'hui, à savoir seulement 3 femmes à la Chambre basse et 1 au Sénat de la République. Madame Lassaigne, certains vous diront que est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de cette loi, puisque c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des femmes dans les institutions et tout, mais il faut aussi qu'il y ait des femmes qualifiées. Maintenant, imposer un quota, est-ce que c'est pas demander peut-être à ces cartels d'accepter une femme qui ne soit pas qualifiée? Luckner, je suis vraiment stupéfaite. Vous, un spécialiste des questions de gouvernance. Là, je pose la question de ce qu'il a dit dans l'opinion. Ah oui, j'ai bien commencé la question. J'ai bien commencé la question. Certains diront. Parce que je n'ai jamais entendu ce genre de choses lorsqu'il s'agit des hommes. Je n'ai jamais entendu cela. Quelle est leur compétence? Pour faire partie des 70%. Je n'ai jamais entendu dire que pour être député ou sénateur, il fallait un bac plus 3 ou un bac plus 4. Je n'ai jamais entendu dire, comme c'est le cas dans d'autres pays, pour être... Moi, je me souviens, quand j'ai voulu aller au Sénat en 2000, j'avais été ministre déjà 2 fois, j'avais été secrétaire général du conseil électoral, j'ai fait un conseil de famille pour m'assurer que tout le monde pensait que j'avais les compétences requises. Je n'ai jamais entendu, et si vous regardez le Sénat de nombreux pays du Sud, Sénégal, Bolivie ou du Nord comme la France, ce sont des gens qui ont au moins 50 ans. Regardez l'âge des sénateurs. Est-ce que comme partout dans le monde, la femme n'a pas à faire 2 fois plus que l'homme pour prouver qu'elle est capable? Oui, mais il ne faut pas dire est-ce que ces femmes sont qualifiées. D'autant plus, Luckner, d'autant plus, et ça aussi, vous le savez, que en général, les candidates ont la possibilité d'avoir beaucoup de formations en amont, avant la campagne électorale, pendant la campagne électorale et pendant qu'elles sont au Parlement. Il y a même de la formation à la carte. Donc la question de compétence, excusez-moi, et j'irai plus loin. Si les hommes qui sont au pouvoir, qui ont été au pouvoir, étaient si brillants, M. Garot, Haïti serait-il dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Excusez-moi, quand même. Alors, pour faire une transition, on va écouter un peu de musique et justement une chanson dans laquelle toutes ces femmes que vous avez signalées, en tout cas toutes celles qui ont travaillé à se plaidoyer ou celles qui font entendre la voix des femmes, sont citées. On va écouter quoi? Réel Noir a toujours fait écho? Non, je crois pas. Ah, c'est Femme Diam de René Désir. C'était un hommage à... Luckner essaie de se rattraper. Il essaie de se rattraper. Et c'est bien ce qu'il fait en rendant hommage aux femmes qui sont décédées lors du tremblement de terre. C'est cette chanson. Mais je pense que vous avez le texte, c'est de vous. J'ai écrit le texte et Jean-Jean Roselt la musique, mais je pense que c'est autre chose. Alors, c'est René Désir qu'on va écouter. Il a voulu se racheter. Bravo, Luckner. Donc, Luckner, on écoute quoi? René Désir, Femme Diam. Femme Diam. Gas
mais qui donne sagesse, l'eau dans désert. Nous c'est femmes qui jam, qui compte ça nouveau. Ça m'a dit là, c'est pas parole nouveau. Nous c'est femmes qui jam, oui, nous c'est femmes qui jam. Si nous mettons les mains quand même, un jour ça va changer. Médicaments pour malade, yo prend soin. Yo gen belle nan fait noir pour que les régimes les bagay bois pain, lycée gaz pour charbon humain. De tout ça qui existe, nous c'est l'essentiel pour manger à gen goût. Nous c'est grain sel, sous cabane nous paye ouais, c'est tiers sel. Tout créatif sur la terre, c'est nous qui vivons. Ouais, c'est ça qui fait nous demander respect. Ouais, nous pas appeler pour faire nous paix. Ouais, nous pas prendre intimidation, nous voulons intégration pour nous poser plus action. Ouais, c'est ça qui fait nous demander respect. Ouais, nous pas appeler pour faire nous paix. Ouais, nous pas prendre intimidation, nous voulons intégration pour nous poser plus action. Femme l'Asie, femme l'Amérique, femme l'Europe, femme l'Océanie, femme l'Afrique, femme Gazale, femme Rwanda, femme la Grenade, femme Port-de-Paix, femme Jacmel, c'est Raphaël, Liliane Biaboy, Emma Pascal Touillot. L'émission Telle est la question, présentée par l'Union européenne, est en rediffusion mercredi à 9h PM. Nous sommes dans l'émission Telle est la question consacrée aujourd'hui à l'égalité homme-femme en Haïti. Avec nous, Marie-Laurent Jossin-Lasseg. On vient de visionner une vidéo, c'est René Désir, Femme Jam, justement. Oui, vous avez raison, la cité des noms, oui. Et là, on pense, Marie-Laurent, qu'il nous faut ce genre de sujets, ce genre de musique pour continuer la sensibilisation. Tout à fait, elle rend hommage à des femmes qui sont là, et c'est intéressant parce que c'est très diversifié, des femmes de tous les secteurs, parce que elle rend hommage aussi à d'autres qui ne sont plus avec nous. C'est important, vous savez, parce que souvent, si nous ne parlons pas de nous, ce ne sont pas les autres qui le feront. Et c'est bien que ce soit une jeune comme Nettie, comme Renette, qui le fasse, comme d'autres, hein, il faut le dire. Il y en a de plus en plus, non, des jeunes artistes qui mettent la femme et qui prônent aussi cette visibilité. Cette visibilité, cette égalité homme-femme. Ça joue un rôle important, vous pensez, dans la sensibilisation? Oui, ça joue un rôle important, même par rapport à l'utilisation du corps des femmes dans le domaine artistique, culturel. Parce que lorsque de jeunes garçons ou des jeunes femmes parlent comme ça de ce que font les femmes dans différents secteurs, elles rappellent aussi qu'il faut respecter le corps des femmes dans la chanson, dans les chorégraphies, même si les télévisions nous offrent souvent des vidéoclips où l'on a vraiment l'impression que nous sommes des choses. Et ce qui est terrible, vous avez dû faire le même constat que moi, plus on déshabille les femmes,
plus l'homme qui chante est habillé avec sa veste, son 3 pièces, oui, alors que les femmes ont quasiment un tanga et mais là, il y a un problème d'éducation, c'est un effort à faire à ce niveau-là. Oui, il y a un effort à faire à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, mais au niveau aussi du sens de responsabilité, parce que beaucoup de chanteurs le savent maintenant, ils le font quand même, parce que souvent les jeunes filles qui font les chorégraphies, on les paye après, et elles ont besoin d'argent pour payer l'école. Elles ont besoin d'argent pour aider la famille. Très souvent, elles sont payées. Donc, c'est un travail. Donc, Alors, on n'est pas seul, heureusement, dans cette bataille, puisque finalement, on se rend compte qu'elle est universelle et mondiale, femme-objet. Et nous, on va passer sur un sujet, peut-être, elles sont plus visibles, en tout cas, elles ont une voix plus positive ou plus impactante dans la musique. Mais elles sont aussi parfois plus présentes dans la vie locale. Alors, on va vous présenter une initiative intéressante, celle des marches exploratoires. Comme on sait que les femmes sont plus vulnérables à l'insécurité, il y a certains projets qui ont mis les femmes au cœur de la réflexion sur l'aménagement d'un quartier. À Martissant, un groupe de femmes a réfléchi sur ces aménagements. Alors, des femmes qui réfléchissent sur leur vulnérabilité et qui proposent des pistes de solutions. On est allé sur le terrain pour un petit peu comprendre leur rôle dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne. Donc, c'est un reportage de Désilie Pierre et Primile Souffrance. À Delouis, un quartier de Martissant, les habitants font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles les problèmes d'infrastructure et l'insécurité, auxquels sont particulièrement exposées les femmes et les filles. Face à cette situation, l'Association des femmes cadres de Delouis s'est engagée dans une réflexion pour l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le quartier. Le travail que l'association a fait, c'est aménagement, ensemble avec circulation piétonne, électrification, ensemble avec des routes qui l'eau la pu passer, fatra descendre, faire monter empêcher entrer la caillou avec nos gains pour nous faire bétonnage là-dedans. Nous pouvons pas arriver sur tout le monde dans la zone, mais ça que nous faisons, c'est ça que nous faisons, il y a des gens qui commencent à être satisfaits, quand on pour le fixer, nous mettons dans le corridor pour éclairer les gens qui a passé, parce que toute la nuit, le monde toujours fermé, ça veut dire qu'on vient pas en sécurité ensemble avec des barrages dans la zone nord, ou pas connaître qui ça qui des barrages et nous aider les gens à sécuriser tête dans ça. Cette association a été créée en juin 2017 dans le cadre du projet intitulé « Les marches exploratoires des femmes » financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Focal. Marche exploratoire, là c'est Focal qui était venu ensemble avec lui, il était envie de faire une marche dans la zone de lui et il a choisi quelqu'un qui connaît comme si bénévole qui connaît le parc là et puis chaque monde ça a été by 2 mois. Focal gagné l'idée marche exploratoire, discuter là avec plusieurs groupes et groupe qui plus dynamique qui ont intéressé ramasser l'idée et ils ont accompagné. Et dans ce sens, nous avons collaboré avec eux à plusieurs niveaux. Nous essayons de créer conditions pour que ça ait manqué en termes de gestion, d'organisation de groupe, en termes d'élaboration de documents pour que à chercher reconnaissance légale, etc. Nous avons un accompagnement dans ce sens. Et en même temps, nous aidons tout dans les possibilités pour chercher fonds. Pas seulement au niveau focal, mais dans l'autre niveau de notre association. Donc, il y a quand même un rapport, une dynamique qui existait entre organisations familiales et avec Focal autour de différentes visions que vous gagnez sous aménagement quartier. En plus du financement des projets, l'Association des femmes cadres de Delouis bénéficie de l'accompagnement de Focal en termes de formation sur la dynamique de groupe, l'élaboration de documents et la recherche de financement auprès d'autres bailleurs. Leur rôle est d'identifier les problèmes, de poser les solutions et statuer sur ce qui doit être fait en fonction des priorités des habitants. Cette approche vise à promouvoir la participation communautaire et à faire des habitants du quartier de véritables acteurs du processus de développement.
Elle a été développée dans le cadre du PARAC, le programme d'appui à la reconstruction et l'aménagement des quartiers, financé par l'Union européenne après le tremblement de terre de 2010. Après l'identification des corridors et l'installation de lampadaires dans le quartier, les marches exploratoires des femmes se poursuivent au niveau de Delouis avec des projets d'aménagement comme le bétonnage des routes en terre battue dangereuses en temps de pluie et la construction de rampes de protection dans le but d'améliorer la circulation piétonne. Marie-Laurence, vous connaissiez ces initiatives de marche exploratoire ? Non, je ne connaissais pas et j'avoue que je suis vraiment émerveillée par un tel projet, d'autant qu'il s'agit de jeunes qui sont impliqués. Mais avant de dire un petit peu ce que j'en pense, tout à l'heure, Stéphanie, vous avez dit ces femmes qui parlent de leur vulnérabilité. En fait, elles ne parlent pas de leur vulnérabilité, elles parlent de situations qui les rendent vulnérables. Nous ne sommes pas vulnérables. Ce sont des situations qui nous rendent vulnérables. Je trouve ce projet extraordinaire et ça me fait penser un petit peu au film qu'Arnold Antonin avait réalisé sur ces femmes maçons, ces femmes casseuses de pierre. Et cela veut dire que là, c'est vraiment ça continue. Et un tel projet ne peut qu'inspirer d'autres zones pour permettre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de prendre, d'assumer leur réalité et surtout de trouver des solutions à des situations difficiles qu'elles vivent. On se souvient au lendemain, et maintenant encore malheureusement dans certains campements, au lendemain du tremblement de terre, lorsque les filles rentraient de l'école ou de l'université, il n'y avait pas d'électricité, donc certaines vivaient des situations très douloureuses, que Kathleen Mars reprend d'ailleurs dans l'un de ses romans. Je n'ai pas le titre en tête, malheureusement. Tout ceci pour dire que je trouve que c'est bien. C'est bien. Et surtout, j'espère que ce projet fera tache d'huile. Donc, dire que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font, mais il faut aussi les mettre en situation de le faire. Bon, je crois que dire que les femmes font tout ce que les hommes font, c'est une lapalissade. Nous faisons... en général, beaucoup plus. Nous faisons beaucoup plus. Et je crois que mettre au monde des enfants, j'ai jamais vu d'homme le faire. Si on va sur ce terrain, oui, c'est vrai. Vous faites beaucoup plus. Hein. Mais bon. Les femmes font tout ce que font les hommes. Vous savez, nous sommes dans un pays dans lequel les femmes ont toujours tout fait. Hein. C'est-à-dire que le jour où on nous a mis dans ce bateau, venant de Gorée, venant de l'ouest de l'Afrique, et qu'on est descendu sur l'île, esclaves de maison ou esclaves des champs, les femmes ont toujours tout fait. Le congrès de Bois-Caïman, sans Cécile Fatima et les autres femmes, Boukman et les autres hommes n'auraient jamais pu le réaliser. Pourquoi ? Parce que les hommes ne pouvaient pas cheminer comme le faisaient les femmes qui pouvaient aller, pour les maîtresses des maisons, d'une habitation à une autre. Et c'est en allant d'une habitation à une autre que Cécile Fatima, à la tête d'autres femmes, a expliqué aux esclaves ce que Boukman et les autres voulaient faire. Donc on parle tout le temps de Boukman, mais en fait il faut rendre hommage à Cécile et à toutes les autres femmes esclaves qui étaient également impliquées. Donc c'est dire que, et ça c'est extrêmement important qu'on le comprenne, si on doit comparer notre réalité, notre histoire à celle de femmes d'autres pays, nous avons toujours tout fait. Et pourquoi justement cette loi dont nous parlions tout à l'heure sur la paternité et maternité, nous avons été, et là je pense à Myriam Merlet qui n'est plus avec nous, mais qui nous inspire toujours, nous avons été et nous sommes encore souvent chefs de famille. N'a pas de l'eau pour faire beurre, pour élever les gosses. Et pour cela,
nous faisons toutes sortes de travail et de petits boulots. Tout à Alors, fait. je trouve très intéressant de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ma façon d'avoir décrit la vulnérabilité, alors que non, ce sont les situations de vulnérabilité, mais ça nous appelle tous à réfléchir à la façon dont on en parle. Et je crois que c'est comme ça que la sensibilisation commence aussi. C'est-à-dire que dire qu'on fait tout comme un homme, bien sûr, non, on fait beaucoup plus, mais en tout cas, dire que les femmes sont plus vulnérables dans certaines situations d'insécurité, et Dieu sait qu'en Haïti, il y en a, tout le monde peut tomber dans le trou. C'est vrai, homme ou femme. Mais les femmes sont parfois dans une situation qui les rend très très vulnérables et les rend des proies. On a bien remarqué que la pauvreté, être une petite fille qui transporte de l'eau, ça t'expose à certains moments de ta vie à des dangers qui sont aussi ceux d'un petit garçon, mais qui finalement se reproduisent jusque bien tard dans ta vie de femme, parce que tu peux être dans un couloir obscur. Alors, c'est peut-être le moment. Oui, les hommes et les femmes doivent travailler ensemble. Marie-Laurence vient de le dire. Il y avait Cécile Fatima aux côtés de Bookman. Donc, il faut continuer à travailler ensemble. C'est pour cela que David Desrosiers est le coordonnateur du programme MOUS, Maîtrise d'ouvrages urbaines et sociales. On en parlait tout à l'heure. Donc, David Desrosiers est avec nous, Stéphanie. Et oui, il va nous parler de cette initiative qui fait partie d'un projet plus large d'aménagement qui est financé par l'Union européenne et qui est conduit par Focal. Alors racontez-nous un petit peu comment est né ce projet. Bonjour Stéphanie, bonjour Garo, bonjour Marie-Laurence. C'est un plaisir de partager le panel avec vous aujourd'hui. Et ça fait justement partie d'un projet plus large. Le projet n'est pas spécifiquement les marches exploratoires, mais les marches exploratoires rentrent dans le cadre du projet. C'est un projet de création d'un parc naturel et fraîchement baptisé Parc national urbain par l'État haïtien, puisque c'est un projet de partenariat public-privé. On parle du parc de Martissan. On parle de Martissan, justement. Donc, arrivé à Martissan en 2007, on a pris la décision de travailler avec la communauté pour la création du parc. Donc, dans toutes les décisions, on travaille avec la communauté. Quand on fait appel à des associations pour travailler ensemble, le constat est fait rapidement. Il n'y a que des hommes qui viennent parler avec nous. Mais où sont passées les femmes? Donc, on a vite compris que normalement, les femmes sont là dans le groupe, soit à titre de secrétaire, etc. Mais pour les décisions clés, les hommes viennent et laissent les femmes à la maison. Donc, sur la demande ou sur la proposition de ONU Femmes en Haïti, on a envoyé 2 de nos employés à comprendre les processus des marches exploratoires, comment ça fonctionne, pour pouvoir dupliquer cette démarche dans la communauté. Et c'est ainsi qu'on a démarré avec ce processus dans la communauté. En fait, les marches exploratoires sont un outil de participation et dédié à l'appropriation de l'espace public par les femmes dans un but de travailler, d'améliorer la sécurité du quartier. C'est ainsi, depuis 2014, on est maintenant à 3 marches exploratoires. On avait fait une première marche dans le quartier de Soré, encore un sous-quartier de Martissan, puis à Dantes, et maintenant, on vient de terminer et des marches au niveau de Deluy, encore un autre quartier de Martissan. Comment on organise ça? D'abord, on identifie des femmes de la communauté, puis on travaille avec elles pour développer chez elles le sens de leadership féminin. Pourquoi les hommes peuvent prendre certaines décisions, mais pas nous. Donc ensemble, on a travaillé, puis continuer avec le processus dans la communauté. En termes de résultats aujourd'hui, est-ce que les femmes sont mieux outillées? Est-ce que l'impact est visible en guise de renforcement de capacité? Et justement, depuis 2014 à nos jours, les femmes commencent à poser des actions concrètes dans la communauté sur le plan sécuritaire. Par exemple, quand on organise les marches,
c'est vrai, les marches organisées avec les femmes du quartier. Elles connaissent déjà le quartier, mais pas dans le sens pour voir exactement les points faibles du quartier. Là, quand on marche ensemble, on marche en groupe, en petit groupe de 5. Que des femmes, dans le groupe. Certaines fois accompagnées des hommes, mais pas totalement. Mais avec les femmes, donc, ils commencent à identifier que c'est maintenant qu'elles voient que l'accès n'est pas vraiment accessible aux femmes enceintes, par exemple. Et quand on marche la nuit, voir, oh, c'est tellement, comment je dirais, sombre. Et la circulation est tellement... Les corridors ne sont pas assez éclairés. Donc là, elles vont penser, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation? Peut-être on devrait installer des lampes. Peut-être qu'on devrait mettre des panneaux d'identification pour les corridors non identifiés. Et c'est l'un des projets qu'elles ont réalisé en 2014, identifier des corridors. Pourquoi? Si elles sont agressées dans un corridor du quartier, elles ne pouvaient même pas appeler la police pour localiser où est-ce que l'acte a été commis. Bien sûr. Donc, avec ça, elles ont proposé un projet d'identification de corridors et avec la communauté, des activités de brainstorming, des focus group ont été réalisés pour déterminer comment on va appeler ce corridor. Voir les notables, discuter avec les notables pour leur parler de la décision de maintenant donner un nom à ce corridor. Puis, le travail a été fait et maintenant, par exemple, à la rue Dantès et la rue Jeannot, tous les corridors sont identifiés clairement et elles commencent maintenant à installer des lampes solaires dans les corridors. La nuit, qu'il y a de l'électricité, qu'il n'y en a pas, mais les corridors sont éclairés. Quand vous dites qu'elles commencent à installer, c'est dans le projet qu'on met des lampadaires, des lampadaires solaires? Des lampadaires solaires et des petites lampes fixes et dans les corridors qui fonctionnent avec l'énergie solaire. D'accord, ça a déjà été fait, donc, à Sorey? À Sorey et à Dantès. Et aujourd'hui, est-ce que justement, il y a un retour de ces femmes par rapport à ça? Est-ce qu'elles se sentent plus à l'aise dans leur quartier? Elles se sentent moins en danger? Oui, justement, par rapport avec cette initiative, elles se sentent plus en sécurité, justement. Le soir, elles peuvent circuler plus facilement. Et si quelqu'un essaie de les agresser, là, elles peuvent au moins identifier la personne. Puisque leurs visages sont à découvert maintenant, ils peuvent quand même identifier la personne qui a commis cette infraction et le cas échéant. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle des besoins spécifiques et c'est ce que nous demandons dans les politiques publiques. Ce sont des besoins spécifiques pour les femmes, mais qui sont d'intérêt public pour la société. Et c'est ce qu'il faut faire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Là, le fait d'identifier les rues, le fait de mettre de l'électricité, les femmes sont les bénéficiaires directs, mais en fait, tout le monde, la communauté. Et c'est ce qui est important que les gens comprennent souvent, c'est qu'il y a des requêtes, il y a des demandes que nous, féministes, faisons, que ce soit les féministes de ma génération ou bien les plus jeunes, mais ce sont des choses qui compètent, en fait, qui concernent les intérêts stratégiques des femmes, mais qui bénéficient à la communauté, qui bénéficient au pays. Donc je pense que de telles initiatives, comme je le disais tout à l'heure, vraiment bravo, compliment d'être dans un tel projet. Ça va faire école et qu'effectivement, ça n'est pas que lors d'initiatives comme celle-ci que les femmes envoient au chapitre. Elles devraient l'avoir dans chaque cartel. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Ce que je devrais signaler également, cette activité rentre dans la politique même de la Focale. Par exemple, la Focale, dès sa création, s'est donné pour mission de contribuer à l'épanouissement des jeunes, des femmes, exceptionnellement, en plus de travailler pour une société démocratique
et juste et solidaire, en renforçant les capacités individuelles et collectives des femmes, des hommes, etc. Donc, dans ce sens, il n'était pas assez intéressant de voir que des hommes dans les prises de décision communautaires, surtout à Matissan. Maintenant, mis à part l'aspect infrastructure, est-ce qu'il y a d'autres domaines, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont produites maintenant sur d'autres domaines dans lesquels les femmes pourraient intervenir? Oui, actuellement, après ces formations, ces marches, les femmes se regroupent maintenant pour travailler ensemble. Donc, quand on organise la formation, on explique le processus aux femmes. Pour les suivis, on devrait d'abord les accompagner, puis après, elles devraient continuer le travail. Avec nous, on peut, au niveau de la focale et avec l'aide de l'Union européenne, on peut financer certaines actions, mais après, elles devraient aller chez d'autres bailleurs. Par exemple, pour les identifications de corridors, qu'on appelle adressage de corridors, elles devraient se déplacer vers les municipalités. On ne peut pas donner des noms à des rues sans l'autorisation des collectivités territoriales, etc. Donc, les femmes, maintenant, commencent à travailler ensemble dans la communauté, prendre des décisions. Et maintenant, quand les femmes viennent installer des lampes dans un corridor, par exemple, les riverains commencent à voir qui sont les leaders du quartier. Ce n'est seulement pas les hommes, mais également des femmes qui travaillent dans la communauté pour le bien-être de la communauté. C'est intéressant et je vais partager votre expérience avec la Fédération des femmes mairesses d'Haïti, qui comprend toutes les femmes qui sont dans les cartels, ainsi que les femmes qui sont dans les CASEC. Je crois qu'elles seront vraiment intéressées à comprendre cette expérience et à voir comment reproduire cela dans les zones les plus difficiles, voire les plus reculées, qui sont à l'intérieur du pays. C'est un exemple à dupliquer. Oui, je crois que c'est aussi, les femmes prennent l'impact, c'est pas seulement que le quartier est plus sûr, c'est qu'aussi que les femmes finalement sont en train de prendre une voie et une position. En tout cas, c'est un beau sujet, un beau projet. Ces expériences commencent déjà à se répliquer dans d'autres quartiers, par exemple à Bristou, Bobé, et à Baerjo et à Matissan. Merci à David. Merci David. Et c'est peut-être le moment d'accueillir notre success story. Hein? Absolument. Sylvie Lafrance, soutien de famille, a appris à lire et à écrire à 62 ans, comme Stéphanie vient de le dire, grâce à un programme de l'Union européenne. C'est un reportage de Désil Pierre et Prémile Souffrance. Non, pas c'est Sylvie Lafrance, que moi, combien pour la paix font un paquet de bagages pour moi, parce que quand on lit écrit les malons côté, c'est quoi qu'on a fait. Mais grâce avec combien pour la paix, tu mettais l'école alpha dehors, les malons côté qu'on a fier des têtes, moi c'est écrit nom normal et mon qui qu'on a fait quoi, tellement étonné parce que ouais, dans façon là ils me font quoi qu'on a répondre moi dit non. C'est chrétien moi me converti depuis 1er décembre 2003, me baptisé 2 octobre 2004, me voté Bible avec chant pour fleur, avait dit mal l'examen pour fleur, mais grâce avec l'école là, moi je moi konya m'ba kon nan chan. Seul Bible a bon problème parce que moi j'ai problème yeux, ou connaît écriture Jean petit, moi pas capable garder là-dedans mais chant d'espérance m'ba besoin mon dit en là-dedans de pour dire tel numéro me geta chercher et puis me chanter. Moi pour moi c'était dire t'as retourner l'école là comme t'as bien content parce que m'ta gonti avance encore m'ta prend petit bagage avant mourir ou comprendre. À 62 ans m'a apprendre alpha. Marie-Laurence, ce genre d'inégalité, ça touche plutôt des femmes de cette génération-là. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Bon, on connaît la féminisation de la pauvreté, la féminisation du chômage. Lorsqu'on parle de violence, en général, ce sont les femmes qui sont victimes de violences. Mais c'est vrai qu'une telle histoire est belle. Elle est belle parce que Madame Lafrance a eu confiance, d'abord, confiance en elle. Je pense qu'elle a aussi été consciente du fait que, étant exclue
de tous les outils qui lui auraient permis d'avoir peut-être un travail comme elle en avait rêvé, de pouvoir accompagner ses enfants, de pouvoir être plus active, hein, d'exercer une autorité plus intéressante dans le cadre de ses activités communautaires. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait, à 62 ans, apprendre à lire, apprendre à écrire. Donc, c'est un petit peu un message pour d'autres femmes, d'autres Haïtiens et Haïtiennes d'ailleurs, hein, en général, des hommes comme des femmes. Mais là, nous parlons des 52% de cette majorité de personnes, hein, qui vivent dans ce pays. Donc, c'est un exemple intéressant parce que cet exemple peut participer de la, justement, réduction du chômage, bien que ne nous faisons pas d'illusions. Oui. Beaucoup de jeunes sortent d'écoles supérieures, sortent de l'université et ne trouvent pas de travail pour autant. Mais ceci dit, une femme à charge de famille qui en plus est handicapée par le fait de ne pas pouvoir lire et de ne pas pouvoir écrire, on peut imaginer. Donc c'est vraiment un instrument important qu'elle a pu acquérir et on ne peut que l'applaudir. On peut aussi se réjouir du fait qu'il y a une évolution positive, puisqu'aujourd'hui on constate que autant de petits garçons que de petites filles vont à l'école, bien qu'on s'aperçoive aussi qu'au niveau des études supérieures, là il y a encore une grande différence, puisque je crois que c'est 6,1% de filles contre 11,8% de garçons. Oui, il y a de plus en plus de filles, même au niveau des écoles supérieures. Et les tabous, les clichés, les stéréotypes qui disaient que les garçons étaient les matheux et les filles non. En Haïti, en tout cas, on voit que c'est exactement le contraire. Les filles, les jeunes femmes sont aussi bien des scientifiques que les hommes. Donc tout cela montre l'évolution au niveau des mentalités. Et surtout, vous savez, avant... la tendance, hein, de la famille qui n'avait pas les moyens, c'était d'envoyer le petit garçon, le jeune garçon à l'école. Les familles se rendent compte qu'il faut envoyer le petit garçon ou la petite fille et autant que possible la jeune fille. Et s'il faut aller plus loin, on voit que ce sont souvent les jeunes femmes ou les femmes tout court qui aident lorsqu'elles travaillent. Parce que souvent, quand l'homme a une famille, il se consacre, il aide la famille, mais il se consacre souvent à la famille, je dirais, restreinte, alors que les femmes, c'est la famille élargie, c'est la famille, les nièces, les neveux. Moi, je le vois, je l'ai vu comme ministre souvent. Les femmes me parlaient d'enfants et je dis, mais tu n'as pas d'enfants. En fait, il s'agissait de neveux, de nièces dont il fallait s'occuper au même titre que si c'était leurs propres enfants. Absolument. Alors, vous parliez de femmes qui font tous les métiers. On va justement, ça va être une transition parfaite pour vous parler d'une exposition qui a lieu tout le mois de mars à l'Institut français, où vous verrez que les femmes maçons, femmes avocates, femmes entrepreneurs, vous êtes vous-même sur un de ces tableaux qui seront présentés. Et donc, on vous invite à ne pas manquer cet événement culturel qui durera tout le mois à l'Institut français. Une exposition qui s'appelle Femmes voyantes. Très bien. On a eu Femme Diam avec Honnête Désir, là on parle de Femmes voyantes. Exactement. Et en plus, une exposition qui est à Port-au-Prince ce mois-ci et qui aura une vie dans les provinces à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Donc on ne manquera pas de vous dire où ça se passe, de façon à ce qu'en province, le public puisse aussi y assister. Donc c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Il faut passer visiter. Absolument.
J'ai l'impression que telle est la question touche à sa fin. Bah oui, pour cette première édition. Mais ce que je voudrais quand même dire, si j'ai le temps, allez-y. si j'ai quelques minutes, hein, c'est, je pense avoir fait allusion à cela au début de l'émission, c'est parce que moi je suis impressionné par cette relève qui est assurée. Pendant qu'on rend hommage à des gens comme Daniel Magloire, c'est l'occasion, puisque les organisations de droits humains lui avaient rendu hommage. Pour des raisons de santé, je n'y étais pas, c'est l'occasion de la saluer. Il y a toute une génération de jeunes avocates de la cause des femmes, de jeunes féministes qui encadrent les femmes dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, qui prennent le flambeau que les aînés leur transmettent. Et la petite enquête que j'ai menée me fait voir que c'est quasiment l'un des rares secteurs dans lequel il y a une telle transmission pendant que les aînés sont toujours là, à disposition de... Oui, si vous prenez... C'est une vraie récompense pour vous qui avez lancé ces mouvements. Si vous prenez des gens comme Adeline Magloire-Chancy, toute la génération de féministes comme de Caïfam, de Sofa, nous sommes... toutes les anciennes ministres à la condition féminine. Si vous avez une activité, vous verrez toutes les anciennes ministres à la condition féminine qui sont là. Et je ne l'ai jamais vu dans un autre secteur. Ce sont des femmes engagées toujours. Les aînés sont là et puis bon, la relève est assurée. Les aînés sont là, à disposition, alors que les jeunes... D'ailleurs, je dois vous dire que c'est l'une des rares émissions à laquelle j'ai accepté de parler. Parce qu'en général, lorsqu'on m'invite, je demande que ce soit les jeunes qui parlent. Parce que la relève... pour laisser la place aux jeunes, cette jeune génération. La relève est assurée. Et ça, il faut le dire. Ah ben, on a été contents. Hein, oui, on a beaucoup de chance. Telle est la question qui a fait sa première aujourd'hui avec une invitée de marque. Mais qui était mieux placé pour représenter quand même cette égalité homme-femme que vous qui avez initié ces mouvements? On est content de savoir qu'il y a une relève. La prochaine fois, on invitera une de la nouvelle génération avec votre bénédiction. Alors, moi, je veux dire que je suis l'une d'entre elles. Oui, c'est vrai. L'une d'entre elles, parce que après la Ligue féminine de 1936, nous avons eu Infofemmes, Sofa, Caïfam, Femmes décidées et toutes les autres féministes. Et vous fonctionnez tout ensemble. Il y a vraiment une... Voilà. Il y a toujours cette unité. C'est-à-dire que, justement, à la faveur de la commémoration, par exemple, du tremblement de terre, vous verrez toutes les féministes là-bas amortissant justement les aînés et les autres. Donc c'est important de le dire. Ah ben voilà, merci Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, notre invitée aujourd'hui. On est en mars, hein. On est en mars et c'est le mois de Madame Lassègue. Ah, je suis née le 1er mars. Ah ben justement, donc c'est votre mois. Voilà. Le mois, exactement. Je suis née le 1er mars. Ah ben bonne fête, n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, c'est encore votre mois. En fait, c'était destiné, donc vous étiez prédestiné à ce que est-ce que vous savez le mois où des je femmes suis soit née? À l'hôpital Isaïe Gentil, à Chancerelle, à l'hôpital des femmes. La première maternité digne de ce nom, l'hôpital des femmes. Voilà. Alors, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à Luc Nergaro. Merci Stéphanie. Animé. Et merci aussi à l'Union européenne qui nous a permis de produire cette émission sur Radio Métropole. Une émission qui sera diffusée ce mois-ci, mais qui sera aussi tous les mois votre rendez-vous, le 2e samedi du mois, et que vous pourrez retrouver à la fois sur Internet, sur le Facebook de l'Union européenne, sur la chaîne YouTube, probablement sur Métropole, sûrement sur ton Facebook. Évidemment. Marie-Laurence pourra aussi en faire bénéficier ses amis et suiveurs. J'ai pas de Facebook, moi. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que sur YouTube et sur Facebook, oui, on va trouver l'émission, que ce soit sur la page de l'Union européenne, sur ma page. Et donc... Voilà, vous allez porter chance à cette émission. Telle est la question qui, nous l'espérons, pourra en tout cas édifier sur des questions importantes tout au long de ce programme. Merci à vous pour votre intérêt. Alors, 2e samedi du mois prochain, le thème, ce sera aménagement urbain. Hein, et ce sera le 14 avril. Tout à fait. Donc, rendez-vous 14 avril. Avec Telle est la question. À bientôt. Au revoir.